un homme puissant, victorieux dans de nombreuses batailles, s'élève pour devenir un roi redoutable. Pourtant, il se réincarne dans une autre vie, portant les souvenirs de son existence passée, désormais piégé dans le corps d'un enfant sans défense. Rien ne se déroule comme il le souhaite, et son corps lui semble être une prison. Dans ce nouveau monde existent des pouvoirs qui lui sont inconnus, des pouvoirs qu'il trouve absolument fascinants. Il doit maintenant devenir plus fort, aussi vite que possible. On voit du sang couler le long de la lame d'une épée, sur fond de flammes. Sous un ciel cramoisi, l'homme tenant l'épée semble avoir tué une femme qui gît sans vie sur le sol. Par la suite, ce même homme nous dit qu'il est devenu roi. Démontrant une maîtrise inégalée, il détruit facilement un adversaire, proclamant sa victoire en enfonçant son épée dans le corps de l'homme. À ce moment-là, une flotte d'avions de guerre traverse le ciel et bombarde une ville entière, provoquant des explosions sans fin suivies des cris terrifiés de la population. À chaque instant, le roi observe cette scène de guerre, sa cape flottant avec intensité sous l'impact des bombes devant lui. Selon ses propres mots, il était devenu le roi le plus puissant. Ou plutôt, en posant la main sur une vitrine contenant la couronne qu'il portait autrefois, l'homme déplore qu'en vérité, il a été un roi. Soudainement, il est projeté dans son subconscient, comme dans un océan où il plonge et coule, laissant son corps être entraîné par son propre poids. Au milieu de cela, la voix d'un enfant supplie « S'il te plaît !» et un magnifique chant verdoyant apparaît. Puis, une plume se dirige vers le guerrier, alors que l'enfant dit « Dans ta nouvelle vie, cherche la lumière. » Ainsi, l'ancien roi renaît dans le corps d'un enfant. Le père est fier que la couleur des cheveux du garçon soit la même que celle de la mère, tandis que celle-ci est heureuse de voir que les yeux du fils sont identiques à ceux du mari. L'homme accueille le petit Arthur et se présente sous le nom de Reynolds. En voyant l'attitude loufoque de l'homme, Arthur semble avoir conservé son ancienne conscience dans son nouveau corps. Confus, il tente de comprendre qui sont ces gens jusqu'à ce qu'ils se déclarent tous deux ses parents. À ce moment-là, enfermé dans sa mentalité d'adulte, Arthur réalise qu'il vient de naître. Aussi ironique que cela puisse paraître, après une vie de batailles et de victoires, il a été réduit à l'état de petit enfant sans défense. Inconsciente de tout cela, la mère tape dans le dos du garçon pour le faire tousser. Et c'est exactement ce qu'il fait. Ne comprenant toujours pas ce qui se passe, Arthur se dit qu'Alice et Ray semblent bien s'occuper de lui et qu'ils sont tous deux convaincus d'être ses parents, quelle qu'en soit la raison. Cependant, le fait d'être un bébé avec un esprit d'adulte entraîne un sentiment de peur persistant. Lorsqu'il est placé dans son berceau, il finit par attraper le doigt de son père, qui est ravi de l'annoncer à sa femme. Frustré, Arthur sait que ce n'était qu'un geste réflexe, presque instinctif, tout comme le cri qu'il s'apprête à pousser et qui a été interrompu par un mouvement intestinal, remplaçant les larmes. Décidément, ses fonctions corporelles échappent à son contrôle et rien ne se passe comme il l'a prévu, comme si son petit corps était une sorte de prison. Arthur tente de se réveiller, mais le cauchemar continue, comme si cela ne suffisait pas. Il va bientôt assister à quelque chose d'encore plus absurde. Puis, alors qu'il est porté par sa mère hors de la maison, le garçon voit son père insuffler de la magie dans ses mains et briser un rocher d'un coup de poing. Un morceau de rocher tombe sur la tête du grand garçon, puis Alice le guérit grâce à une formule magique. En observant cela, Arthur se dit qu'il existe dans ce monde des pouvoirs dont il n'a pas conscience, ce qui est vraiment fascinant. Reynolds, avec son gantelet fusionné à la magie, était capable de chasser les sangliers les plus féroces de la forêt. Lorsqu'il voit son père revenir de la chasse. Ce jour-là, le bébé pense que la connaissance est un avantage et il scrute attentivement son environnement. Par exemple, dans cette société, les individus peuvent posséder des armes, ce qui indique un certain niveau de danger autour d'eux qui oblige les gens à devenir forts le plus rapidement possible. Et Arthur lui-même ne veut pas faire exception à la règle. Alice berce le garçon pour qu'il s'endorme et il se dit que ces jours ont apporté une frustration sans fin. Mais ces moments ne sont pas si mauvais,
car, se souvenant de moments tendus dans sa vie passée, où l'opposition n'était pas toujours loyale, il ne pourrait pas dormir aussi paisiblement à n'importe quel moment. Quoi qu'il en soit, la nouvelle vie de bébé se poursuit pour le petit Arthur, qui apprend maintenant à ramper. À un moment donné, il atteint un miroir dans la chambre de ses parents et voit son reflet pour la première fois. Les parents sont ravis de chaque découverte de leur fils, tandis que l'enfant essaie encore de s'habituer à son nom, même si, pour lui, ce n'est pas grave. Au moment du coucher, Alice embrasse le petit après l'avoir couché dans son berceau. Cependant, contrairement à l'endormissement, le garnement descend du berceau comme Raiponce de la tour du château pour s'aventurer à l'extérieur. En effet, après avoir longtemps souffert de ses pulsions corporelles, il commence à mieux contrôler ses membres et ses besoins. Pendant que sa mère fait la vaisselle, il traverse furtivement la cuisine, sachant qu'il ne doit pas faire de bruit. En ouvrant une porte, il accomplit sa mission et atteint l'étagère. Après tout, comme il l'avait pensé, la connaissance est un avantage. Et maintenant, Arthur a trouvé ce qu'il cherchait, des informations sur ce monde. D'après l'un des livres qu'il a ramassés, ce continent où il est né, Diketan, abrite 3 royaumes. Darve, une nation souterraine de nains. Elenor, un pays d'elfes vivant au cœur d'une forêt. Et enfin, Sapen, où se trouve Arthur, la région contrôlée par les humains et la plus peuplée. Comme sa nation dans sa vie passée, c'est une monarchie. Mais la différence est que le trône de ce pays est hérité et non pas pris. De plus, ce monde semble encore technologiquement dépassé par rapport à son ancien monde. Et un autre livre expliquait que cet endroit était encore primitif à cause de la magie. Dans ce monde, il existe une source de pouvoir appelée mana, et la capacité à contrôler cette énergie magique est en grande partie héréditaire. Se produit chez environ 1 personne sur 100. En général, il existe 2 formes d'application du mana, l'amplification et la conjuration. Les amplificateurs utilisent le mana pour améliorer leur corps, ce qui leur confère une force, une agilité et une défense incroyables. Les conjurés, quant à eux, sont capables de projeter le mana pour le contrôler à leur guise. La clé du contrôle du mana est le noyau de mana, et le pouvoir de la magie s'éveille dès le début de la puberté et jusqu'à la fin de l'adolescence. C'est en canalisant le mana disséminé dans tout le corps uniquement dans le noyau de mana jusqu'à ce que vous puissiez le contrôler que vous devenez un mage. Arthur connaît bien le principe qui consiste à prendre conscience de son pouvoir intérieur jusqu'à ce qu'il puisse le contrôler puis le libérer. Et le centre de son kai est crucial pour y parvenir. Heureusement, les connaissances issues de la vie passée du roi défunt peuvent lui être utiles dans sa nouvelle existence. Et c'est ce qu'il tente de faire en entamant une méditation qui le conduit dans un espace vide à l'intérieur de son esprit, où une fraction de mana s'éveille et se concentre entre ses mains. Mais soudain, Alice arrive après avoir cherché le fauteur de troubles dans toute la maison. Elle lui demande affectueusement de ne pas effrayer maman de la sorte, mais son sourire s'efface lorsqu'elle remarque quelque chose d'étrange chez son fils. Arthur pense qu'elle a découvert sa capacité à utiliser le kai, mais elle s'est seulement rendu compte que le bébé avait fait caca. Face à cela, Arthur devient encore plus convaincu que son corps est une prison et qu'il doit acquérir plus de pouvoir. Le lendemain, Alice écrit dans son journal qu'Arthur est né il y a 2 ans et note à quel point il est mignon, curieux et bon. Cependant, elle s'inquiète du fait qu'il n'a jamais souri. À l'extérieur de la maison, Ray apprend à son fils à se servir d'un bâton comme s'il s'agissait d'une épée et le convainc qu'il est doué pour cela. Il appelle sa femme pour qu'elle jette un coup d'œil au mouvement de l'enfant, mais Alice n'est pas du tout contente de voir son petit garçon chéri jouer avec des choses aussi violentes. 2 ans de vie, c'est ce qu'il fallait à Arthur pour comprendre la structure du pouvoir au sein de ce couple. À moins que ce ne soient les femmes qui dominent ce monde. Plus tard, le petit garçon est emmené en ville. Selon sa mère, il est toujours excité lorsqu'il arrive à cet endroit. Pendant ce temps, Arthur absorbe beaucoup d'informations pour comprendre ce monde, alors qu'il se promène dans un quartier animé. Par exemple, en observant la variété et la qualité des armes, il peut juger du niveau d'avancement technologique de la nation. En outre, il y a plusieurs substances qui n'existaient pas là où il vivait auparavant,
et il a la chance d'observer personnellement la magie, ce qui est tout aussi surprenant et productif. Sur le chemin du retour, en fin d'après-midi, alors qu'il dort sur le dos de sa mère, le bébé pense que ce couple a répondu à tous ses besoins et que, bien que la vie soit limitée, elle n'est pas désagréable. De ce fait, il se demande si c'est ainsi que fonctionne une famille, car c'est quelque chose qu'il n'a jamais eu l'occasion de ressentir. Quoi qu'il en soit, cette façon chaleureuse de sa mère n'est pas du tout mauvaise. En parlant d'affection, Alice souligne qu'elle est très heureuse quand son fils sort du lit pour lire, ou quand ses yeux brillent en visitant le marché de la ville, et qu'il tient probablement cela de Ray. Comme lui, Arthur veut peut-être un jour partir à la découverte du monde. Honnêtement, la mère préférerait voir le garçon mener une vie paisible. Lorsque l'aube se lève à nouveau, Arthur regarde son père s'entraîner et se dit qu'il a beaucoup de chance d'avoir un tel exemple à suivre. Après avoir brisé le rocher qu'il avait déjà détruit, Ray lève le pouce vers son fils et lui demande s'il est étonnant. La mère met la main sur l'épaule du garçon et lui fait remarquer que le spectacle n'était pas si important que cela, mais que les choses vont maintenant s'améliorer. Cela dit, Reynolds donne un coup de poing en l'air qui provoque de puissantes rafales de vent. De plus, en piétinant le sol, il provoque une vague de vent qui laisse son fils bouche bée. En définitive, Ray est un amplificateur, ce qui donne à Arthur encore plus envie de se salir les mains et de faire évoluer sa force. Cependant, sa mère est l'obstacle naturel à son apprentissage, étant donné que son fils n'est qu'un bébé et qu'il a besoin de faire sa sieste à ce moment-là. Arthur n'abandonne pas pour autant et tend la main vers l'étagère, montrant clairement qu'il veut s'en approcher. Alice refuse sa demande et lui répète qu'il est temps que le bébé dorme, mais il fait alors appel à son charme pour obtenir ce qu'il veut, et la stratégie fonctionne. En s'emparant d'un des livres, le garçon se sent comme un grand vainqueur. Alors qu'il commence à méditer, il se souvient qu'il a acquis diverses connaissances au cours de ses 2 années de vie, et parmi elles, la plus précieuse est de savoir comment produire une monocore, en accumulant en un seul point les innombrables fragments d'énergie magique dispersés dans tout le corps. Cette tâche a demandé beaucoup d'efforts et de dévouement, mais elle porte enfin ses fruits. D'ailleurs, en rassemblant le dernier fragment, Arthur provoque une explosion qui détruit une bonne partie de sa maison. Dehors, Ray a protégé sa femme des débris, mais il est gravement blessé au dos. Les deux se précipitent à l'intérieur pour voir comment va Arthur, et Ray atteint le soleil en premier. Il n'arrive pas à croire ce qu'il voit. Après tout, le garçon n'a que 3 ans, et il lévite au-dessus de sa propre manifestation de mana, comme s'il était un adulte. Avec un sourire narquois, Arthur estime que ses journées d'études ont enfin porté leurs fruits, ce qui est un premier pas important. Cependant, des morceaux du plafond en bois menacent de tomber sur la tête de l'enfant, et la première chose qu'il pense est qu'il ne peut pas mourir maintenant après ce qu'il vient d'accomplir. Finalement, Alice plonge pour attraper son fils, tandis que Ray utilise toute sa force mana pour repousser le bois qui était sur le point d'écraser son fils. Après avoir été sauvé, le bébé regarde sa mère avec des yeux pétillants et déclare qu'en effet, ces deux-là font tout pour le garder en sécurité, et que c'est le rôle que les parents doivent jouer pour leurs enfants. Ray demande comment va le petit garçon et Alice répond en larmes qu'il va bien, le serrant contre elle comme s'il était la chose la plus précieuse au monde. En effet, pour elle, il l'est vraiment. Pendant ce temps, Arthur ne comprend pas pourquoi la femme pleure. Se souvenant d'un moment de sa vie passée, lorsqu'il avait gagné un adversaire en duel à l'adolescence et qu'il avait vu l'enfant se faire consoler par ses parents, le garçon a tout simplement du mal à comprendre, et c'est quelque chose qu'il n'apprendrait certainement pas dans n'importe quel livre de ce monde. Bientôt, le garçon lui-même se met à pleurer et serre sa mère très fort dans ses bras. Regardez ces vidéos qui apparaissent sur votre écran et abonnez-vous pour ne pas manquer la suite. Quelques années passent après cela et Arthur est maintenant un jeune garçon qui commence à apprendre les techniques de combat auprès de son père, Reynolds. Lui et son père se tiennent face à face dans le jardin, où son père tente de lui remettre ses gants précieux. Mais Arthur les refuse, sachant qu'il n'a pas encore la force nécessaire pour les utiliser à son âge. À la place, il saisit une épée en bois,
et son père en fait autant. Arthur passe immédiatement à l'action, essayant d'enchaîner 3 attaques consécutives contre son père. Mais ce dernier est bien plus fort et bloque facilement chacune de ses tentatives. Arthur se rend compte que son père utilise sa magie pour renforcer le bois. Alors il décide d'en faire autant et injecte son mana dans son épée en bois. Peu après, il court à nouveau vers son père, qui est surpris de voir l'attaque d'Arthur briser son bâton en 2. Arthur sourit et affirme que son bois est meilleur que celui de son père. Mais ce dernier rétorque que l'endurance est plus importante. Quoi qu'il en soit, le père comprend alors qu'Arthur est un prodige et prend la difficile décision de parler à sa femme de l'idée d'envoyer Arthur en dehors de la ville pour suivre les enseignements d'un véritable tuteur. Sa mère, Alice, est totalement contre cette idée, car elle ne veut pas que son doux petit garçon soit arraché à elle, surtout qu'il n'a que 4 ans. Reynolds argumente qu'à seulement 4 ans, le bois d'Arthur est bien plus puissant que le sien, ce qui signifie qu'il devrait être entraîné par un guerrier accompli. Mais avant qu'il ne puisse prendre une décision, Arthur intervient en proposant qu'ils partent tous ensemble. Même si cela semble être une idée assez stupide, les 2 parents acceptent immédiatement, probablement parce que la crise du logement n'a pas encore touché leur monde. Quelques jours plus tard, les anciens compagnons d'aventure d'Alice et Reynolds arrivent pour voyager avec eux, et Arthur se présente à chacun d'eux. L'ancien groupe de ses parents était composé d'Adin, le chef du groupe, Angela, la femme à la poitrine généreuse, l'homme au physique moyen, Hélène, l'archère, et Jasmine, la fille excentrique et pleine d'énergie, qui semble se méfier d'Arthur pour une raison inconnue. Peu de temps après, ils décident de se mettre en route, et Arthur découvre que ce monde utilise encore un mode de transport assez primitif, comparé à son ancien monde où on appelait des Air Uber pour aller partout. Un peu plus tard, il décide de s'asseoir pour manger un morceau, mais cela ne se passe pas très bien, car une meute de monstres loups surgit de la forêt, attirée par l'odeur de la nourriture. Jasmine réagit immédiatement, saisissant 2 dagues et se jetant dans la mêlée, tranchant tous les loups qui s'approchent d'elle. Pendant ce temps, Reynolds, Adam et Hélène abattent plusieurs autres loups avec leurs propres armes. D'un autre côté, Durd et Angela utilisent leur magie pour anéantir complètement les bêtes restantes. Ce soir-là, ils festoient sur la chair des monstres, et après un moment, Alice remarque que Reynolds saigne toujours du bras et décide de le soigner. Les autres membres du groupe se lèvent immédiatement et forment un cercle de protection autour d'eux, ce qui intrigue Arthur. Mais il apprend rapidement qu'Alice est une mage très spéciale, capable d'utiliser la magie de guérison, un pouvoir extrêmement rare. À cause de cette rareté, Alice est constamment en danger d'être capturée, et c'est l'une des raisons pour lesquelles ils avaient décidé de s'installer à la campagne, pour rester hors du radar. Heureusement, la magie de guérison fonctionne sans problème, mais ensuite, Adam décide qu'il a besoin d'un peu d'exercice et demande à Arthur de s'entraîner avec lui. Arthur accepte l'entraînement, tandis qu'Adam entoure sa lance acérée d'un tissu pour l'empêcher de s'abîmer. Ils se préparent pour la séance d'entraînement et chargent leurs armes de mana, mais à la surprise d'Adam, Arthur décide de faire le premier pas en utilisant la magie pour augmenter sa vitesse, se déplaçant à la vitesse de l'éclair vers Adam, avant de disparaître puis d'apparaître derrière lui, prenant Adam par surprise. Malheureusement, Arthur finit par glisser, ce qui donne à Adam le temps de réagir, et il se retrouve bientôt engagé dans un intense va-et-vient. Tout le monde est choqué par la rapidité d'Arthur, mais au dernier moment, il est projeté dans les airs à cause de son corps léger, et Angela est obligée de le sauver avec sa magie du vent. Il atterrit doucement sur le sol. Alors que les autres membres de l'équipe commencent à réprimander Adam pour avoir dépassé les bornes face à un si petit garçon, Adam tente de se défendre, affirmant que le garçon est trop fort, mais personne ne l'écoute. Jasmine, en revanche, semble très intriguée par les compétences d'Arthur et commence à lui poser des questions sur les techniques qu'il utilise. Les quelques jours suivants passent rapidement alors qu'Arthur s'entraîne, mange, dort, puis s'entraîne encore avec presque tous les membres du groupe. Il apprend les techniques de lance avec Adam, fait des pompes avec Reynolds, tire à l'arc avec Hélène et court comme Usain Bolt avec Jasmine,
qui semble avoir beaucoup d'affection pour le petit garçon. Elle essaie de le séduire pour qu'il vienne à une petite fête en lui offrant une petite épée enduite d'huile pour bébé. Mais sa mère ne veut pas qu'Arthur se fasse avoir, alors elle l'appelle pour qu'il s'éloigne. Bientôt, ils reprennent leur voyage en chariot quand soudain, ils sont forcés de s'arrêter dans des circonstances mystérieuses. Soudain, une pluie de flèches vole vers eux, et Arthur comprend immédiatement qu'ils sont attaqués par des bandits. Durde et Adam sautent immédiatement devant les chariots, tandis qu'Angela utilise sa magie du vent pour repousser toutes les flèches qui leur sont destinées. Arthur jette un coup d'œil dehors, seulement pour découvrir qu'ils sont complètement encerclés par des bandits de tous les côtés. Le chef des bandits, laid et menaçant, ordonne à ses hommes de ne pas blesser Alice ni Arthur, car ils peuvent être vendus à un prix élevé, et de se débarrasser de tous les autres. Les bandits hurlent en signe d'accord et se jettent dans la zone de combat, où ils commencent à se faire écraser par Reynolds et son groupe. Un à un, tous les membres du groupe commencent à éliminer les bandits, et Arthur sait que, individuellement, son groupe est bien plus fort. Mais le problème commence à apparaître lorsque les bandits tentent de les submerger par le nombre. Les membres du groupe commencent à s'épuiser à cause des combats incessants, tandis que le chef des bandits affronte Reynolds en duel et le projette contre le chariot dans lequel se trouve Arthur. Le chariot est détruit, alors qu'Alice essaie rapidement d'aider Reynolds. Mais ce dernier lui dit de ne pas utiliser sa magie, car cela aggraverait encore la situation. Il se relève et dit à Arthur d'emmener sa mère dans un endroit sûr pendant qu'il s'occupe du chef des bandits. Arthur veut évidemment se battre et affirme qu'il est assez fort pour s'occuper de ces voyous, mais son père lui crie de mettre cette force au service de la protection de sa mère, car elle porte un enfant dans son ventre. Arthur se demande quand ils ont trouvé le temps de faire ça, mais décide tout de même de fuir avec Alice. Le chef des bandits tente de les poursuivre, mais Reynolds l'attaque de nouveau, l'obligeant à se défendre. Arthur continue de courir, mais son chemin est vite bloqué par plusieurs ennemis. Heureusement, les membres de son groupe sont des professionnels et ils parviennent à éliminer un à un tous les bandits sur sa route. Arthur les remercie pour leur aide et continue de courir à toute vitesse quand soudain, ils sont pris en embuscade par un mage qui les attaque avec sa magie du vent. Arthur décide de pousser sa mère en sécurité tandis qu'il encaisse la majorité des dégâts, ceux qui le propulsent en l'air et le fait tomber par-dessus une falaise. Il décide qu'il ne mourra pas seul et lance son couteau attaché à une corde vers son attaquant, l'entraînant avec lui dans la chute. Durde et Angela essaient immédiatement d'utiliser leur magie pour sauver le jeune Arthur, tandis que sa mère hurle son nom les larmes aux yeux, mais durant tout ce temps, Arthur se sent en paix, comme s'il avait accompli quelque chose. Il se demande si c'est cela, le bonheur, lorsqu'il sent soudain les larmes lui monter aux yeux en réalisant qu'il allait devenir grand frère. Après cette chute mortelle, Arthur parvient d'une manière ou d'une autre à sortir de la rivière et à se réfugier dans une grotte. Cependant, il se retrouve face à un monstre terrifiant et commence à regretter d'avoir choisi cet endroit pour se cacher. Il tente d'attaquer le monstre par surprise afin d'augmenter ses chances de survie, mais la créature le frappe simplement en plein volume et lui dit de se calmer. Le monstre affirme qu'il n'est pas maléfique et qu'il veut simplement être ami. Mais la dernière fois qu'un inconnu m'a dit ça, j'ai fini à l'arrière d'une camionnette, alors je ne suis pas sûre qu'Arthur doive lui faire confiance. Quoi qu'il en soit, il est encore gravement blessé. Et ces blessures ne guériront pas à moins qu'il ne mange quelque chose. Le monstre commence alors à cueillir des fruits accrochés aux parois de la grotte. Il dit à Arthur de manger les fruits, mais ce dernier ne fait pas confiance à des fruits sortis de nulle part. Alors il s'apprête à se lever pour tenter de s'en sortir par la parole. Mais à ce moment-là, ses blessures le rattrapent. Et alors qu'il essaie de se relever, il entend quelque chose se casser et fond en larmes. Le monstre lui dit d'arrêter de pleurer car c'est déjà un miracle qu'il ait survécu à cette chute. Arthur a beaucoup de questions à poser, mais le monstre lui dit qu'il ne répondra à rien tant qu'il n'aura pas mangé les fruits. Il hésite d'abord, mais après avoir croqué dans la première baie, Arthur se rend compte qu'elles sont en fait plutôt bonnes. Une fois rassasié, Arthur se tourne vers le monstre et lui demande s'il sait quelque chose sur l'état actuel de ses parents.
Le monstre lui explique qu'il ne peut pas quitter la grotte, donc il ne peut pas vérifier par lui-même comment vont ses parents. Mais il possède une capacité qui lui permet de voir à grande distance. Alors il génère un écran et montre à Arthur que ses parents ont réussi à vaincre les autres bandits. Cela signifie qu'ils sont encore en vie et en bonne santé, et Arthur ne pourrait être plus heureux d'apprendre une si bonne nouvelle. Il remercie le monstre de lui avoir appris que ses parents vont bien. Et puisque Arthur va devoir rester ici quelque temps, il décide d'être amical avec lui. Le nom du monstre est Sylvia, et elle s'avère être une personne vraiment gentille. Au cours des jours suivants, Arthur est resté là, à manger, et s'est reposé pour que ses blessures puissent guérir, tandis que Sylvia veillait sur lui. Une fois remis sur pied, Arthur voulait rentrer chez lui le plus vite possible, mais selon Sylvia, il ne survivrait jamais au voyage seul. Cette grotte se trouve actuellement en lisière de la forêt des elfes, et cette partie de la forêt est remplie de créatures magiques et de bandits sans scrupules. Arthur ne peut tout simplement pas faire face à tout cela, mais cela ne veut pas dire qu'il va rester coincé ici pour toujours. Sylvia a la capacité d'ouvrir une faille dimensionnelle afin de renvoyer Arthur chez lui, ou du moins dans un endroit plus sûr que cette forêt, mais cela va lui prendre beaucoup de temps pour créer cette faille, donc Arthur va devoir attendre jusque-là. Puisqu'il n'a rien de mieux à faire, Arthur ramasse un bâton et commence à le faire tournoyer pour s'entraîner à l'art de l'épée. Plusieurs jours passent, et bien qu'Arthur commence à apprécier la compagnie de Sylvia, il n'a toujours rien appris sur elle. Tout ce qu'il sait, c'est qu'elle ressemble à un monstre terrifiant. Apparemment, elle se cache de quelque chose, et elle est une personne très gentille. Après avoir terminé son entraînement à l'épée pour la journée, Arthur s'assoit sur un rocher pour commencer à entraîner son mana. Sylvia est impressionnée qu'un enfant aussi jeune qu'Arthur possède déjà un noyau de mana, mais elle est certaine qu'il n'a jamais appris à s'en servir. Elle tend la main, et une grande quantité de mana commence à se concentrer dans sa paume. Arthur est émerveillé, car Sylvia accumule du mana tout en lançant son sort. Et s'il pouvait apprendre à faire cela, il deviendrait sans aucun doute incroyablement puissant. Cela dit, avant même de proposer de lui enseigner cette technique, elle demande à Arthur ce qu'il compte faire du pouvoir qu'il gagnera en l'apprenant. Arthur n'y avait jamais vraiment réfléchi auparavant, mais maintenant qu'il y pense, il se souvient de la façon dont sa famille et ses amis ont failli être anéantis par des bandits. Alors, il dit à Sylvia qu'il utilisera son pouvoir pour détruire quiconque oserait blesser sa famille. Cependant, Sylvia n'aime pas cette réponse, alors elle lui donne une pichenette sur le front qui le fait tomber en arrière. Elle lui dit qu'elle ne pourrait jamais enseigner sa technique à quelqu'un qui pense de cette façon, mais Arthur ne comprend pas pourquoi elle est si contrariée, car il lui semble parfaitement naturel de vouloir tuer ses ennemis. Sylvia veut lui faire comprendre quelque chose, alors elle pointe son doigt vers la tête d'Arthur et lui dit qu'elle pourrait facilement lui fendre le crâne ou simplement le toucher doucement. Elle lui demande ce qu'il préférerait, et bien sûr, Arthur répond qu'il préfère la douceur. Il est facile de laisser ses actions être guidées par la colère et la haine, mais une fois qu'on cède à cela, la vie devient un cycle vide et sans fin de haine. Elle ne veut pas qu'Arthur gâche sa vie ainsi, alors elle lui repose la question. « Que feras-tu avec ce pouvoir ?» Arthur y réfléchit de nouveau, mais cette fois, il se concentre sur les sourires lumineux des personnes qui lui sont chères. Il répond donc qu'il veut utiliser son pouvoir pour protéger ceux qu'il aime. Et cette réponse plaît beaucoup plus à Sylvia. Pendant ce temps, à l'extérieur de la grotte, un monstre qui ressemble beaucoup à Sylvia semble être sur ses traces, et il est très proche de la retrouver. Dans l'ancien monde d'Arthur, il était roi, mais cela ne signifiait pas qu'il détenait tout le pouvoir. Les véritables dirigeants étaient les sénateurs, donc Arthur n'était, en réalité, qu'un instrument de guerre que l'on appelait lorsque les sénateurs avaient besoin de lui pour commettre des actes de violence indicibles. Mais il n'a jamais aimé vivre de cette manière. De retour au présent, Sylvia enseigne à Arthur comment utiliser sa technique, et après lui avoir montré comment faire, elle lui demande d'essayer à son tour. Arthur commence à condenser le mana présent dans l'air autour de lui, et une fois qu'il prend le coup de main, il parvient à utiliser ce mana pour se renforcer.
Il sent déjà la différence dans sa force, alors il court vers Sylvia pour la remercier de lui avoir appris cela. Cependant, Sylvia sent soudainement quelqu'un s'approcher. Alors elle pousse Arthur dans un tas de pierres et lui dit de rester silencieux. Arthur ne comprend pas ce qui se passe, alors il jette un coup d'œil à travers les rochers et voit un autre monstre qui ressemble exactement à Sylvia. Sylvia semble savoir qui il est et elle est surprise qu'il ait réussi à la retrouver ici, mais l'autre monstre ne veut pas perdre de temps et lui ordonne de venir avec lui. Cependant, Sylvia refuse, alors il commence immédiatement à attaquer. Arthur veut aider Sylvia, mais il entend sa voix dans sa tête lui dire de ne pas s'inquiéter pour elle. L'autre monstre essaie de convaincre Sylvia de coopérer, sinon il devra la tuer. Mais Sylvia préfère mourir plutôt que de lui obéir, alors elle commence à charger son mana et révèle sa véritable forme. Il s'avère que Sylvia est un dragon, et sous cette forme, elle est capable d'utiliser bien plus de puissance qu'avant. Elle lance une énorme attaque contre l'autre monstre, qui la bloque, mais il lui dit qu'elle est folle, car dans l'état actuel de son corps, elle ne survivra pas à une telle dépense d'énergie. Sylvia sait parfaitement qu'elle va probablement mourir, mais cela ne la dérange pas, car elle a vécu une longue et heureuse vie. Elle parvient à projeter l'autre monstre contre un mur, mais il n'est pas encore hors de combat. Il se relève et commence à faire pleuvoir plusieurs attaques sur Sylvia. Elle subit beaucoup de dégâts, mais en ce moment, elle s'inquiète davantage pour Arthur que pour elle-même, car le combat se rapproche dangereusement de l'endroit où elle l'a caché. Le monstre lance une dernière attaque vers elle et elle ne peut pas l'esquiver, car cela frapperait Arthur. Alors elle utilise toute l'étendue de son pouvoir pour intercepter l'attaque et arrêter le temps temporairement. Pendant que le temps est figé, elle dit à Arthur de sortir de sa cachette. Arthur obéit, car cela semble sûr, et il aimerait lui poser des questions sur tout ce qui se passe, en particulier le fait qu'elle soit un dragon, mais ce n'est pas le moment. Son pouvoir d'arrêt du temps ne durera pas longtemps, alors elle doit faire sortir Arthur d'ici au plus vite. Elle ouvre la faille dimensionnelle qu'elle préparait, mais à cause de ses blessures et du manque de temps pour achever correctement le sort, le portail mène vers un endroit inconnu au lieu de chez Arthur. Elle avait essayé d'éviter de l'envoyer dans la forêt, car c'était trop dangereux, mais elle n'a plus le choix maintenant. Quoi qu'il en soit, elle est convaincue qu'Arthur peut survivre seul et retrouver son chemin grâce à la technique qu'elle lui a enseignée, donc elle ne s'inquiète plus pour sa sécurité. Elle lui demande une fois encore ce qu'il compte faire de son pouvoir, et sans hésiter, Arthur répond qu'il ne l'utilisera que pour protéger sa famille. Sylvia est satisfaite de savoir qu'il n'en fera pas un usage égoïste. Avant son départ, elle souhaite lui offrir quelque chose. Elle fait apparaître un œuf et une plume devant lui. Elle lui demande d'envelopper l'œuf dans la plume et de le chérir précieusement. Et comme dernier cadeau d'adieu, elle imprime sa volonté sur le corps d'Arthur sous la forme d'un symbole marqué sur ses bras. Arthur est surpris de se retrouver soudainement avec des tatouages qui couvrent ses bras, mais Sylvia n'a plus la force de lui expliquer. Elle lui dit qu'il comprendra un jour comment s'en servir, mais malheureusement, elle ne sera plus là pour le lui apprendre. Elle s'excuse également auprès d'Arthur, car la vérité, c'est qu'elle aurait pu le téléporter auprès de sa famille dès le début. Mais elle passait simplement un si bon moment avec lui qu'elle ne voulait pas que cela se termine. Et maintenant, elle l'a mis en danger à cause de sa décision égoïste. Arthur se sent terriblement mal, car il sait qu'il n'a pas le pouvoir de sauver Sylvia de la mort, même après tout ce qu'elle lui a appris. Peu importe qu'elle soit un dragon ou un monstre, pour lui, elle est un membre précieux de sa famille. Il lui dit qu'il la considère comme une mère, mais Sylvia lui rappelle qu'il a déjà une maman. Alors Arthur lui dit qu'elle peut être sa grand-mère. Sylvia ne s'attendait pas à cela, mais elle adore l'idée qu'on l'appelle grand-mère. Alors elle demande à Arthur de le répéter encore une fois, et il le fait avec joie. Sylvia est vraiment triste de ne plus jamais pouvoir revoir Arthur, mais le temps presse, alors elle le pousse doucement pour qu'il passe à travers le portail. Arthur comprend, alors il prend les cadeaux qu'elle lui a donnés et entre dans le portail. Mais à la dernière seconde, il change d'avis et supplie Sylvia de venir avec lui. Mais elle ne peut pas faire cela, alors elle ferme le portail et envoie Arthur loin d'ici. Le temps reprend alors son cours et Sylvia est frappée par l'attaque du monstre.
Les dégâts semblent fatals. Elle s'effondre au sol, mais le monstre n'est pas convaincu qu'elle soit morte, car il sait qu'elle est trop puissante pour être vaincue par une simple attaque. Cependant, il baisse sa garde en s'approchant de son corps inerte, et dès qu'il est à portée, Sylvia utilise toute son énergie restante pour lancer une puissante attaque qui l'incinère, lui ainsi que tout ce qui se trouve dans un rayon d'1 kilomètre. Pendant qu'Arthur est téléporté, il entend un dernier message de Sylvia. Elle lui demande s'il se souvient de ce qu'elle lui avait dit à propos de la bonne façon d'utiliser son pouvoir. Arthur s'en souvient, mais il est toujours très attristé par ce qui s'est passé. Sylvia lui dit que le monde est un endroit triste, donc ce genre de choses arrivera de temps en temps, mais c'est justement pour cela qu'Arthur doit le changer pour le rendre meilleur. Arthur proteste et lui dit qu'il n'y arrivera jamais, mais elle ne s'attend pas à ce qu'il change le monde immédiatement. Il peut le faire petit à petit. Après tout, ce n'est pas la première fois qu'il prend le contrôle du monde. Sylvia est au courant de la vie passée d'Arthur en tant que roi, et bien qu'elle ne soit pas d'accord avec la façon dont il gouvernait à l'époque, elle est certaine que tant qu'Arthur ne se laisse pas consumer par la haine, il deviendra un grand roi qui rendra le monde meilleur. Un peu plus tard, Arthur se réveille au sol et jure qu'il accomplira la promesse faite à Sylvia. Mais avant cela, il doit trouver un moyen de sortir de cette forêt. Immédiatement, Arthur utilise le renforcement musculaire pour atteindre le sommet d'un arbre. De là, il remarque que l'œuf qu'il avait reçu est vulnérable. Il referme rapidement son sac pour le protéger, puis saute de branche en branche jusqu'à ce qu'il rencontre un groupe de bandits qui avaient attaqué une calèche et emmenaient une jeune elfe prisonnière pour la vendre comme esclave. En assistant à cette scène, Arthur se souvient immédiatement de l'attaque qu'il avait subie quelques jours auparavant par cette même bande. Lorsque l'elfe est jeté dans la calèche pour être emmené, la colère d'Arthur monte. Il se rappelle comment Sylvia avait refusé de lui enseigner ses pouvoirs à cause de ses propos violents. Ayant cela en tête, Arthur jure de ne pas se laisser envahir par des émotions négatives. Il poursuit ensuite la calèche volée jusqu'à un campement que les bandits avaient installé alors que la nuit commençait à tomber. L'un des bandits fait remarquer qu'il serait dommage de vendre la fillette sans s'amuser un peu d'abord, ce qui déclenche une alerte intérieure chez Arthur. Malgré tout, il choisit d'attendre patiemment, dans un état méditatif, pour agir au moment le plus opportun. À la tombée de la nuit, Arthur observe les loups cornus et se demande pourquoi ils obéissent à ces gens sans résistance. Il remarque alors qu'ils sont retenus par des colliers magiques qui les rendent dociles. Arthur jette des fruits depuis un arbre sur l'un des loups, ce qui les met en colère et provoque un tumulte que les bandits entendent depuis leur feu de camp. Pour faire taire les loups, l'un des complices recourt à une violence aveugle. Saisissant l'instant, Arthur terrasse cet homme en utilisant son mana comme une lame. L'ennemi à terre, il s'empare de son arme et voit un second homme s'approcher pour comprendre la cause du retard. Sans hésitation, Arthur élimine rapidement le deuxième homme et note à quel point il est épuisant de se battre avec un corps d'enfant. Le troisième homme arrive pour vérifier le retard de ses complices et est aussitôt neutralisé par Arthur, qui lui tranche la jambe sur le champ. Bien qu'encore en vie, le bandit avertit son quatrième compagnon que l'intrus est un mage. Ayant entendu cela, le complice révèle son propre mana et montre qu'il peut lui aussi utiliser la magie. De plus, il exprime le désir de garder Arthur en vie, car un enfant magicien se vendrait à un prix bien plus élevé que l'elfe capturé. Le bandit attaque Arthur, qui esquive rapidement et riposte avec un coup de pied sauté, mais rate sa cible. À son tour, le jeune garçon lance sa dague attachée à une corde vers son adversaire, mais le bandit attrape l'arme en plein volume, déjouant le plan d'Arthur. Vulnérable, Arthur est projeté au sol par un puissant coup de pied et saisi pour être emmené, mais il riposte en enflammant brièvement le genou de son agresseur d'un simple contact de feu. Fou de rage, le bandit décide qu'il ne veut plus capturer le garçon vivant. Désormais, il est déterminé à le vendre à ces collectionneurs de corps étranges. Cependant, profitant de la colère de son adversaire, Arthur relance sa dague avec la corde, cette fois atteignant le front de l'ennemi et le tuant sur le coup. Voyant le jeune mage s'approcher, le troisième survivant supplie d'être épargné. Arthur se rappelle alors que la jeune elfe avait elle aussi supplié cet homme de l'épargner, mais ne se souvient pas qu'il l'ait écouté. Ainsi, Arthur achève le bandit et entre dans la calèche pour retirer le bandeau des yeux de la jeune elfe capturée.
Pendant un instant, il croit voir quelqu'un d'autre en elle, mais sans avoir le temps de s'attarder sur cette impression, il décide de la faire sortir du véhicule et lui dit qu'elle est libre de partir. L'elfe lui demande s'il est blessé, et Arthur lui montre une blessure qui ferait pleurer n'importe quel enfant de son âge. Mettant cela de côté, il réfléchit au fait que c'est la première fois qu'il voit quelqu'un de son âge depuis sa naissance dans ce monde. Enfin, il couvre les corps des bandits avec des couvertures, affirmant que ce n'est pas quelque chose qu'une enfant comme l'elfe devrait voir. La fille lui répond que lui aussi est un enfant, ce qui le laisse sans voix. Elle veut savoir ce qui est arrivé aux hommes qui l'ont enlevé. Alors le garçon ment en disant qu'ils ont eu un accident, mais que tout va bien maintenant. Ensuite, Arthur rassemble les affaires de la jeune fille et remarque qu'il a eu de la chance d'arriver à temps. En entendant cela, elle rougit et lui prend la main. Sans rien dire, elle espère que son expression traduit bien qu'elle ne peut pas rester seule, car elle a peur. Arthur la rassure en lui disant que ces hommes ne la dérangeront plus jamais, et elle pense alors « Astérisque, ce garçon doit être fou pour laisser une fille aussi jolie toute seule. » Honnêtement, Arthur pensait qu'une forêt comme celle-ci devrait être sûre pour une elfe, mais elle le corrige en disant que ses parents lui avaient déjà parlé d'un astérisque arbre fantôme qui pouvait dévorer un jeune elfe sans aucun remords. En entendant cela, Arthur lui demande dans quelle direction elle est venue, et elle pointe au hasard, en réalité dans la direction opposée à celle d'où elle est arrivée. Pour éclaircir la situation, il lui demande à quelle distance se trouve sa maison, mais elle n'en a aucune idée non plus, car elle poursuivait des insectes et s'est perdue. Arthur en conclut que cette personne n'est pas très rationnelle, mais suppose que les enfants sont généralement comme ça. Lilac. Il se rappelle lui-même lorsqu'il était enfant dans sa vie précédente, seul et abandonné dans une cellule, et décide qu'il ne laissera pas cette fille seule. Le problème, c'est qu'il ne sait absolument pas comment contrôler les loups cornus, et il imagine qu'il vaudrait mieux leur épargner toute souffrance. Mais l'elfe suggère simplement de les relâcher. Arthur craint qu'ils attaquent, mais elle lui assure que les animaux étaient seulement utilisés par CS mauvaises personnes et qu'ils n'ont aucune intention d'être agressifs. De plus, les peuples de la forêt chérissent la vie. Sur ce, elle libère les animaux, qui partent sans causer de problème. Ensuite, le duo continue de marcher à travers la forêt jusqu'à l'aube. Pendant une pause, Arthur demande à sa compagne comment elle s'appelle, et elle se présente sous le nom de Tessia Eralette. Après avoir donné son propre nom, Arthur Lewin, il lui sert un peu de soupe, imaginant qu'elle pourrait avoir faim et besoin d'énergie pour la longue route à venir. Cette remarque lui rappelle les fruits que Sylvia lui avait offerts lorsqu'il vivait encore dans la grotte. En effet, Arthur commence à ressembler à Sylvia. Tessia avoue que la nourriture a une drôle d'odeur, et Arthur explique qu'il s'agit simplement de viande séchée bouillie avec un peu de sel, et qu'elle aurait sans doute été meilleure avec quelques herbes. Face à la grimace de l'elfe devant le repas, Arthur réfléchit au fait qu'il a toujours vu la nourriture simplement comme un moyen d'obtenir des nutriments. Tessia admet qu'elle adorerait avoir des sucreries, et Arthur conclut que cet enfant est vraiment un modèle de comportement enfantin. Elle lui demande pourquoi il est venu dans la forêt d'Ulchar, et il répond qu'il a perdu la trace de sa famille. Cela crée un lien chez l'elfe, qui est elle aussi perdue. Arthur l'interroge sur la vie dans la terre des elfes, et elle lui raconte que c'est amusant à Elenoir. Comme ses parents sont très occupés, elle passe beaucoup de temps avec son grand-père et ses gardiens. Très vite, le voyage s'avère bien plus long qu'Arthur ne l'avait imaginé. Jusqu'à présent, rien n'indique la direction d'Elenoir. À un moment, Tessia se retrouve entourée de nombreux insectes qui, selon elle, sont communs dans son pays pour marquer les sentiers. Tessia place un insecte sur l'oreille d'Arthur, faisant semblant que c'est une boucle d'oreille, et il découvre ainsi à quoi ressemble le jeu des enfants, lui qui n'a jamais eu l'occasion d'être un enfant. En chemin, Tessia parle avec enthousiasme de ce qu'elle fera une fois que son mana s'éveillera. Elle ira s'entraîner chez son maître. Arthur lui demande s'il n'y a pas un système scolaire dans son pays au lieu d'un mentor privé, mais l'elfe ne comprend pas ce qu'il veut dire. Pendant ce temps, un loup cornu rôde dans la forêt, et Arthur en est conscient. Lorsque la nuit tombe, l'animal commence à hurler, et le garçon regrette de ne pas l'avoir tué pour éviter une possible attaque à l'aube. Arthur dit à Tessia de se reposer dans la tente pendant qu'il montra la garde dehors un moment. Seul, l'humain essaie de comprendre ce que Sylvia voulait en lui donnant cet œuf. Plus tard,
Tessia n'arrive pas à dormir. Elle se rappelle même que son grand-père lui a dit de ne jamais dormir avec des garçons, mais elle est prête à garder le secret concernant Arthur. Cependant, lui n'a pas sommeil et insiste pour qu'elle essaie encore de dormir. Toujours inquiète, l'elfe fait remarquer que si le garçon reste dehors, un bandit pourrait remarquer la présence d'enfants, ceux qui pourraient leur attirer des ennuis. Comprenant que ce n'est pas exactement ce qu'elle veut dire, il lui demande si elle a peur des fantômes, ce qu'elle nie en prétendant que c'est uniquement une question de sécurité, et que le mieux serait que le garçon garde la tente de l'intérieur. Devant son insistance, Arthur finit par entrer, et Tessia continue de faire semblant de ne pas avoir peur, mais lui demande tout de même de ne pas quitter la tente sans l'avertir, et de l'accompagner aux toilettes si nécessaire. Une fois l'atmosphère plus détendue, Tessia mentionne qu'Arthur vient sûrement du royaume des humains, et elle raconte que son grand-père lui a dit que les hommes là-bas sont des pervers qui ont beaucoup de femmes. Arthur demande à la fille si elle sait au moins ce que signifie « pervers », mais elle pense que non. Lorsqu'il lui explique que c'est surtout l'aristocratie qui a tendance à avoir plus d'une femme, la fille est pratiquement endormie, jusqu'à ce qu'elle s'endorme complètement. Curieusement, Arthur se dit que cela doit ressembler à ce que l'on ressent en ayant une sœur. Des heures plus tard, l'aube commence à poindre et tous deux dorment dans la tente. Après avoir tout rangé, le voyage reprend et Arthur sent que Tessia s'est habituée à lui et semble avoir oublié les hommes qui l'avaient attaqué. À vrai dire, le garçon était inquiet pour sa famille et ne pas pouvoir les rejoindre rapidement était frustrant, mais un événement inattendu a changé sa perspective. Soudain, une douleur insupportable surgit de son monocorps. Tessia court cueillir des plantes susceptibles de soulager la douleur. Et comme Arthur souffre énormément, il ne peut pas empêcher la fille d'entrer seule dans la forêt dangereuse. Avec le temps, la douleur ne diminue pas et les intervalles entre les crises deviennent de plus en plus courts. Pour aggraver les choses, le loup cornu apparaît devant lui, tenant un porcelet dans la gueule. Tessia arrive peu après avec un remède contre les douleurs d'estomac, et Arthur lui dit de rester éloigné du loup. Cependant, le loup dépose le porcelet au sol et s'en va sans montrer d'hostilité. En voyant cela, Tessia pense que l'animal est peut-être reconnaissant d'avoir été libéré. Lorsque la lune prend de nouveau possession du ciel, le duo installe un autre feu de camp pour passer la nuit et se nourrit du porcelet laissé par le loup cornu. Tessia mentionne qu'elle n'a pas trouvé de plantes médicinales, mais qu'elle a trouvé des champignons qui pourraient être utiles, car ils sont si nutritifs que les femmes d'Elenoir en mangent toujours. Arthur, tout excité, mange même les champignons, mais passe ensuite toute la nuit à asperger les arbres et à nettoyer son derrière avec des feuilles. À l'approche de l'heure du coucher, les paupières de l'humain commencent à s'alourdir, tandis que Tessia dit que les elfes racontent toujours des histoires avant de dormir, des histoires sur le royaume des humains et la nation des nains. L'elfe a toujours voulu visiter ces 16 endroits, mais elle pense qu'il y a trop de mauvaises personnes là-bas. En réalité, le peuple d'Elenoir a tendance à ne pas faire confiance aux étrangers à cause de cela, surtout aux humains. Lorsqu'elle finit de parler, Tessia remarque qu'Arthur s'est endormi, alors elle le couvre d'une couverture et conclut qu'elle est la plus mature des deux. Au matin, le duo reprend la marche, et Arthur Lewin souffre de douleurs à l'estomac ainsi qu'à son monocorps. Malheureusement, comme il le sait lui-même, les enfants sont trop faibles pour des voyages aussi éprouvants. Tessia fait une pause pour souligner que tous deux sont devenus assez proches au fil des jours et demande s'il est d'accord pour qu'elle l'appelle Ar, comme s'ils étaient amis. Il répond que c'est d'accord, mais comme la fille se plaint que sa réponse était trop sèche, il lui répond alors sur un ton sarcastique. « Pour quelqu'un comme moi, issu de la campagne et d'origine humble, être appelé avec autant d'affection par dame Tessia Iralet est un honneur dont je suis indigne. » Tessia se plaint que ces blagues ressemblent à celles d'un vieil homme, et il rétorque qu'il ne veut pas entendre ça d'une pleurnicheuse qui ne peut même pas aller aux toilettes toute seule. L'elfe s'agace du comportement du garçon, d'autant plus qu'elle commençait tout juste à le considérer comme un ami. Le mot « ami » ravive de terribles souvenirs chez l'humain, mais il décide de ne rien dire pour l'instant. Peu après, les deux atteignent un portail qui remplit Tessia de joie, car ils sont enfin arrivés. Elle s'approche du passage et tend la main à son ami, qu'elle appelle désormais Ar. Ils traversent alors le portail et arrivent à Elenoir, une majestueuse cité elfique nichée dans la forêt. Tessia, habituée au lieu, atterrit avec grâce sur le territoire,
tandis qu'Arthur semble s'écraser au sol. À ce moment-là, un bataillon d'elfes s'approche, alerté par l'usage de la téléportation dans la zone, et les soldats saisissent l'humain sans ménagement. Arthur crie le nom de Tessia, lui demandant d'intervenir, mais étrangement, elle reste silencieuse face à cette agression. À cet instant précis, Arthur regretta amèrement d'avoir baissé sa garde à cause de l'innocence de Tessia. Plus tôt, il s'était rapproché, et maintenant le garçon se blâmait d'être tombé dans le piège de cet elfe opportuniste. Soudain, un elfe ordonna que l'humain soit tué, mais Tessia exigea qu'on arrête. L'elfe argumenta que les êtres de la race d'Arthur étaient extrêmement dangereux, mais la fillette insista sur le fait que ce garçon était la raison pour laquelle elle était rentrée saine et sauve chez elle. L'officier accusa tout de même Arthur de l'avoir manipulé, jusqu'à ce qu'un elfe plus âgé apparaisse à travers un portail d'énergie et ordonne qu'on laisse l'humain tranquille. Tessia salua son grand-père, qui se présenta sous le nom de Virin Aralith, l'ancien roi d'Elenoir. Il remercia Arthur d'avoir sauvé sa petite-fille, révélant qu'elle n'était autre que la princesse d'Elenoir. En entendant cela, Arthur fut extrêmement surpris, car la jeune fille ne lui avait jamais parlé de son statut royal. Peu après, les parents de l'enfant arrivèrent en calèche, pressés et soulagés de voir leur fille saine et sauve. Cependant, le roi fut furieux de voir la présence d'un humain et ordonna qu'Arthur soit arrêté. Mais Virin annonça qu'il avait ordonné aux soldats de baisser les armes, car, malgré son statut de barbare, ce garçon avait sauvé la princesse Tessia. La petite fille confirma cette version des faits et demanda même que le garçon soit invité au château. Le roi était désemparé, car inviter un humain dans le palais des elfes relevait presque d'un crime contre leur espèce. Mais Tessia fit preuve d'une immense compassion en mettant de côté ses préjugés et en invitant son ami à partager un repas. Avant de partir, Virin mentionna qu'il souhaitait parler à Arthur plus tard, et ce dernier remarqua que cet elfe semblait posséder un certain pouvoir mystérieux. Sur le chemin du château, Tessia prit Arthur par la main, et ils traversèrent le marché niché au milieu des arbres géants de la forêt d'Elshire, où étaient construites les curieuses habitations des habitants du royaume d'Elenoir. Partout où il allait, le garçon ressentait la tension dans l'air et le poids des regards qui ne lui laissaient aucun répit. En effet, la haine envers les humains était si profondément enracinée dans cette société qu'il leur était impossible d'agir normalement. Comme Arthur l'avait lu dans les livres d'histoire, les guerres passées avaient laissé des blessures qui ne s'étaient jamais refermées. Observant chaque détail de cette région excentrique, Arthur remarqua que non seulement la ville était particulière, mais aussi cette fille dont on disait qu'elle était la princesse. Bien qu'elle ait sauvé sa vie lors du moment de tension avec les gardes, le regard qu'elle avait lancé lorsqu'Arthur avait été saisi était assez sombre, et le garçon ne comprenait pas pourquoi elle s'était comportée ainsi au départ. De plus, la douleur lancinante dans sa poitrine continuait de faire des ravages, mais quoi qu'il arrive, il ne devait plus jamais baisser sa garde, car cela lui avait presque coûté la vie dans cette terre étrangère. Après la promenade, ils arrivèrent au château et Tessia fut accueillie par ses nombreuses servantes. Elle demanda qu'Arthur soit traité de la meilleure manière possible, car il était son sauveur, et si certains s'inquiétaient de son humanité, elle les rassura en affirmant que le garçon était une bonne personne. Avant toute chose, Arthur demanda une conversation avec son ami pour discuter de tout ce qui se passait. Bientôt, les parents de Tessia et son grand-père se réunirent pour cette discussion, et la table fut servie avec des mets de grande qualité. Arthur resta debout à côté de la table, car il ne se sentait pas digne de se joindre aux autres, mais Tessia insista pour qu'il s'assoie avec tout le monde pour le repas. Assis à la tête de la table, l'humain se sentit encore plus en retrait et exposé, car il était l'intrus, l'étranger. C'est d'ailleurs le roi qui ouvrit la conversation, se présentant sous le nom d'Alduin Iraleth et mentionnant que la reine s'appelait Muriel. Arthur Lewin se présenta comme un humble paysan né dans un village pauvre du royaume de Sapin, et il se sentit honoré qu'une personne de sa condition sociale ait l'occasion de se trouver aux côtés de l'aristocratie d'un royaume lointain. Alduin loua l'éducation et le vocabulaire du garçon, et Arthur sentit qu'il avait marqué un point, car rien ne pourrait avancer s'il continuait à le voir simplement comme un enfant. Le roi demanda ce qui s'était passé dans la forêt, et Arthur omit certains éléments, mais pas le fait qu'il avait été séparé de sa famille lors d'une attaque de bandits. Autrement dit, il n'avait pas tout à fait menti, mais disons que certaines choses qu'il avait dites n'étaient pas toute la vérité. Puis,
Lorsqu'il mentionna le moment où il avait rencontré Tessia, l'atmosphère dans la pièce changea soudainement. Alduin frappa violemment la table du poing en découvrant que des marchands d'esclaves avaient failli capturer sa fille, soulignant une fois de plus la cruauté des humains pour s'adonner à une profession aussi ignoble. « Pardonnez l'interruption », intervint Arthur, « mais aucun métier n'est déterminé par la race, et toute espèce pouvait commettre une telle atrocité. » Virion demanda comment le garçon avait réussi à sauver la princesse des bandits, étant donné qu'il n'était encore qu'un enfant. Arthur révéla qu'il était mage et qu'il avait utilisé sa magie pour éliminer les criminels et secourir Tessia. Un soldat elfe assis à la table contesta cette affirmation, affirmant qu'un enfant ne pouvait accomplir une telle chose, et accusa même le garçon d'avoir trompé la princesse dans le but de s'infiltrer dans le royaume. Virion ordonna une dernière fois qu'aucun soldat ne hausse le ton contre le visiteur, et Tessia confirma la version de l'humain, se souvenant avec précision de ces hommes qui prévoyèrent de la vendre en raison de la valeur que sa race aurait sur le marché. Soudain, alors qu'elle se retrouvait plongée dans ces pensées traumatisantes, Tessia fut étreinte par sa mère, qui lui offrit une affection et un soutien immenses. Alduin crut à l'histoire de l'humain, qui les remercia pour leur confiance, mais formula également une demande. Comme mentionné, Arthur avait été attaqué par des bandits, et son seul souhait était de retourner à Sepin pour retrouver sa famille. D'un autre côté, bien que les choses se soient passées sans heurts jusque-là, les profondes cicatrices de la relation troublée entre les deux races commencèrent à refaire surface, et Alduin n'était pas enclin à montrer une telle compassion envers un humain au point de l'aider dans cette entreprise. Cependant, Arthur affirma que c'était précisément pour cette raison qu'il faisait cette demande. Si les elfes prétendaient que les humains ne sont que des sauvages, alors eux ne devraient sûrement pas se comporter de la même manière. Alduin resta sans voix, et Virion remarqua que le garçon l'avait bien eu sur ce point. Quoi qu'il en soit, le roi précisa que la haine existante entre les deux races ne disparaîtrait pas du jour au lendemain. Tessia intervint alors, lançant un regard sévère à son père dans une tentative de le faire changer d'attitude durant cette conversation. Sentant immédiatement la pression exercée par la jeune fille, le chef des elfes d'Elenoir révéla que, pour commencer, le portail de téléportation vers le royaume de Sepin n'était accessible qu'au conseil des dirigeants des trois races, qui se réunit tous les 7 ans, la prochaine ouverture n'étant prévue que dans 5 ans. D'un autre côté, le roi ne peut pas permettre à un humain de vivre parmi eux aussi longtemps. Alors il organise pour que des soldats escortent le visiteur jusqu'à chez lui dès le lendemain matin. Arthur est ému par la perspective de retourner dans sa terre natale, jusqu'à ce que la douleur dans sa poitrine le submerge à nouveau, tordant son visage de souffrance. Le soir venu, les elfes lui offrent une chambre, et alors qu'il se douche, Arthur remarque que la douleur empire à chaque instant. À cet instant, il appelle silencieusement Sylvia, comme si elle pouvait l'entendre d'une manière ou d'une autre. Après la douche, il sort sur le balcon et trouve un certain réconfort dans la brise nocturne pour apaiser sa souffrance. Alors que son état se détériore, le garçon décide qu'il doit découvrir la cause de cette douleur une bonne fois pour toutes. Puis, il aperçoit Tessia avec ses parents et se demande si Reynolds et Alice vont bien. Dans son esprit, ses parents ne mourraient jamais aussi facilement et avaient sûrement réussi à s'échapper sains et saufs. Mais le manque grandissant fait qu'Arthur se demande si, lors de leur retrouvailles, ils lui souriront comme les parents de Tessia le font avec elle. Au milieu de cette réflexion, Tessia remarque qu'il semble préoccupé par quelque chose. À cause de la douleur à la poitrine, Arthur n'arrive pas à dormir et décide de se promener dans le royaume, jusqu'à ce qu'un membre de la famille royale le rattrape. Il lui demande s'il a interrompu son moment de princesse capricieuse et elle lui dit d'arrêter les plaisanteries. Plus tard, elle s'excuse pour la façon dont son père et les autres ont traité l'humain plus tôt. De son côté, Arthur reste calme, car cela montre simplement à quel point ils étaient inquiets pour elle. À son avis, elle devrait profiter de tout cela pour se comporter comme la princesse gâtée qu'elle est. Entendant cela une fois de plus, la jeune fille est furieuse, mais ravale sa colère pour souligner que tout redeviendra normal une fois qu'Arthur aura retrouvé sa famille. À ces mots, il baisse la tête et se demande si ses parents seraient vraiment heureux de le revoir, car ils avaient été attaqués à cause de lui. Et depuis sa naissance dans ce monde,
le garçon a l'impression de n'avoir apporté que des ennuis. Intérieurement, malgré son jeune âge, Arthur se sent coupable de ne pas avoir pu protéger sa famille. Voyant la douleur du garçon, Tessia secoue la tête et affirme que ses parents sont forcément tristes de ne pas pouvoir voir leur fils, et qu'il dit n'importe quoi, car même elle est déjà triste à l'idée que le petit garçon parte alors qu'il n'est même pas encore parti, ce qui prouve combien il est aimé, même s'il ne le croit pas et se voit d'un œil si négatif. À ce moment précis, un spectacle de lumière naturelle commence à se former et à défiler dans l'air du balcon, et Arthur peut clairement voir Ray et Alice au milieu de ces lueurs. Cela le pousse à se demander contre quoi il se bat vraiment, après tout. Tessia lui explique alors qu'il s'agit de lucioles abeilles. Malgré la beauté de cet instant, l'humain ne peut chasser de son esprit l'expression du visage de l'elfe lorsqu'il avait été capturé par les soldats, ce qui le pousse à croire qu'il est encore dominé par l'obscurité en lui, menant une guerre intérieure contre son passé. En pensant à cela, le garçon s'excuse auprès de l'elfe, mais avant même qu'il puisse expliquer pourquoi, un projectile est tiré dangereusement près d'eux. Arthur attrape le projectile par réflexe et court voir ce qui s'est passé. L'assaillant n'est autre que Lord Varian, qui observait la conversation à distance. Cependant, l'elfe réplique que la luciole qu'il a lancée n'était en rien létale. Alors, Arthur ouvre la main et se rend compte qu'il s'agissait effectivement d'une simple luciole abeille. Varian souligne que les réflexes du garçon ont été instantanés, ce qui donne du crédit à son récit concernant les marchands d'esclaves. Arthur lui demande s'il a fait cela uniquement pour le tester, tandis que Tessia supplie son grand-père d'arrêter d'embêter le garçon, car Ar n'est pas le genre d'humain qu'il déteste. Varian répond qu'il ne serait jamais venu simplement pour se moquer du jeune homme. En réalité, en invoquant une épée en bois, il confesse que cela faisait bien longtemps qu'il n'avait pas vu quelqu'un d'aussi intéressant. Puis, l'elfe lance l'arme à l'humain et éloigne sa petite fille grâce à un pouvoir de lévitation. Comprenant ce que cela signifie, le garçon se saisit de l'épée et se met en position de combat, puis attaque en tentant de surprendre son adversaire par sa rapidité. Cependant, malgré son âge, l'ancien roi de cette terre fait preuve d'une agilité étonnante et esquive le coup avec succès. Fait curieux, bien qu'il soit bien plus jeune, Arthur est obligé d'utiliser du mana pour accélérer ses mouvements et maintenir une défense élevée, car en vérité, son adversaire est bien plus rapide que lui. Lorsque Varian rate un coup, le garçon voit là une chance de prendre l'elfe par surprise, mais peu importe ses efforts, Varian parvient toujours à esquiver toutes ses tentatives de le toucher. De plus, dans un coup de maître, l'ancien roi brise l'épée d'Arthur en morceaux à main nue. Un éclat de bois vole en direction de Tessia, alors Arthur lance la poignée de l'arme pour dévier sa trajectoire et empêcher la jeune fille d'être blessée. À partir de là, le garçon fait appel à sa magie et rassemble une bonne quantité de mana pour foncer sur son adversaire. Mais l'elfe semble avoir une réponse à tout. Cela rappelle à Arthur le regard qu'il avait vu dans les bêtes qu'il avait affrontées dans l'arène dans sa vie antérieure. Les griffes et crocs prêts pour une attaque finale, lancée instinctivement au moment parfait. Quand ce moment arrive, c'est tuer ou être tué, rien de moins. Repoussé par son adversaire, Arthur est projeté en arrière, mais ne perd pas l'équilibre et reprend l'offensive avec enthousiasme. Grâce à une vitesse incroyable, il parvient enfin à toucher Varian, qui ne s'y attendait pas du tout. Quoi qu'il en soit, il annonce que le moment est venu pour le deuxième round, mais Tessia lui pince l'oreille et lui dit de se calmer et d'arrêter de malmener Ar. Varian répond que s'il s'était retenu, c'est lui-même qui se serait fait malmener, et Arthur trouve cela absurde, mais dit que c'est un honneur d'être surestimé par le Seigneur. En retour, Varian pense que si Arthur croit vraiment à l'honneur, il devrait devenir son apprenti. L'humain est stupéfait par cette réponse, mais l'elfe est sérieux et réaffirme son invitation à l'entraîner. Arthur se souvient que ses parents ignorent encore qu'il est en vie et qu'il aggraverait les choses en restant reclus dans cette forêt, mais Varian propose d'avertir ses parents qu'il va bien. Le garçon est enthousiasmé par cette idée, mais la douleur dans sa poitrine revient et lui vole à nouveau sa joie de vivre. Comme il le soupçonnait déjà, Lord Varian affirme que le jeune Léwyn a hérité d'une volonté bestiale et qu'il est donc très important qu'il devienne son apprenti. Sinon, Arthur Léwyn mourra. À un autre moment, Arthur se retrouva allongé dans un espace sombre et surréaliste. La douleur dans sa poitrine devint si intense qu'elle ouvrit une brèche à travers son corps, libérant de force une manifestation de son anxiété, une entité qui se retourna contre lui.
Arthur ne pouvait même pas bouger pour se défendre contre cette entité malveillante. Mais juste à temps, il fut tiré de ce cauchemar par son nouvel ami elfe qui le réveilla brusquement. Même éveillé, le garçon était encore à moitié endormi, marmonnant au monstre de son rêve de lui accorder encore 5 minutes. Tessia, visiblement offensée d'être traitée de monstre par le gamin, perdit patience et le secoua plus fort, lui rappelant qu'il devait rencontrer son grand-père. Après un peu d'insistance, Arthur se leva enfin du lit. Tessia lui demanda s'il avait vraiment décidé de rester là. Il répondit à la princesse qu'il n'en était pas encore sûr. Peut-être que les choses lui paraîtraient plus claires après sa promenade. Mais au moment où il l'appela princesse, l'elfe lui pinça le dos en signe de protestation, lui rappelant qu'elle ne voulait pas être traitée avec autant de formalité. Plus tard, lorsqu'ils arrivèrent à leur rendez-vous, le roi Alduin râlait auprès de son père, affirmant qu'il ne devrait pas autoriser un enfant humain à rester dans la cité elfique, que cela allait à l'encontre de leurs lois et traditions. Mais Virion insista. Il aimait bien le garçon et voulait qu'il reste encore un peu. En entendant son père se plaindre, Tessia lui rappela qu'Arthur lui avait sauvé la vie. Alduin répliqua sèchement, lui ordonnant de se taire. Virion, manifestement lassé de l'argument, les congédia tous les deux et dit aux 2 enfants de monter dans la calèche. Alors qu'elle commençait à bouger, Arthur demanda combien de temps il faudrait pour atteindre l'ami mystérieux de grand-père. L'elfe expérimenté ricana et demanda si c'était vraiment la bonne façon de s'adresser à quelqu'un comme lui. Arthur répondit que tout dépendait de ce qui allait se passer ensuite. Virion esquissa un sourire et promit d'exaucer le vœu du garçon. Tessia, qui s'était assoupie, posa sans le savoir sa tête sur l'épaule d'Arthur. Virion commenta doucement qu'elle s'était réveillée très tôt, impatiente de poser des questions sur l'avenir de son nouvel ami humain. Selon lui, en tant qu'héritière du trône, Tessia avait grandi dans l'isolement. Elle avait été trahie d'innombrables fois, aussi bien par des adultes que par des enfants qui se disaient ses amis autrefois. Avec le temps, elle avait érigé des murailles autour de son cœur, se coupant des autres. Mais maintenant, quand elle est avec Arthur, elle sourit. Un vrai sourire. Un sourire que Virion n'avait pas vu depuis très longtemps. Pour cela, il remercia Arthur. Et ce dernier, frappé par la sincérité de l'ancien elfe, fut surpris. La plupart des adultes n'auraient jamais osé remercier un enfant. Ce moment fit gagner la confiance du garçon à Virion. Après un certain temps, la calèche s'arrêta devant une maison isolée. Arthur ne pouvait s'empêcher de se demander à quel point cette personne devait être importante pour qu'un ancien roi voyage aussi loin juste pour lui rendre visite. Soudain, Virion donna un coup de pied dans la porte et hurla à la vieille sorcière de sortir. Aucune réponse ne vint. Alors il se pencha, essayant d'écouter à travers la porte, qui s'ouvrit brusquement en plein sur son visage. La femme de l'autre côté le réprimanda pour avoir crié devant chez elle. Virion la présenta comme Rhenia d'Arcassen, une mage spéciale et une vieille amie. Arthur se rappela qu'un mage spécial n'était pas lié aux 4 catégories classiques, tout comme Alice. Virion expliqua que la sorcière pourrait être capable d'exaucer le vœu d'Arthur, et le garçon le remercia sincèrement. Sans perdre de temps, et sans le moindre intérêt pour la politesse, Rhenia ordonna au morveux d'entrer pour qu'il puisse commencer la procédure. À l'intérieur, la maison était encombrée de livres et de peu d'autres choses, ce qui fit se demander à Arthur comment elle pourrait bien l'aider. Bientôt, les 4 se réunirent autour d'une table où un bol d'eau les attendait. Arthur expliqua qu'il était venu dans l'espoir de contacter ses parents, comme grand-père lui avait dit que c'était possible. Rhenia éclata de rire en entendant le gamin appeler Virion « grand-père », taquinant le vieil homme en disant qu'il s'adoucissait pour laisser quelqu'un lui parler ainsi. Puis, elle révéla qu'elle était une voyante. En utilisant ses pouvoirs, elle comprit qu'Arthur était réellement un enfant spécial. En fait, même elle ne pouvait pas percevoir certaines parties de son fort intérieur. Normalement, elle pouvait entrevoir des fragments du passé et du futur d'une personne. Elle demanda si c'était cela qu'Arthur était venu chercher. Son avenir. Mais le garçon, les yeux baissés, répondit que non. Il voulait seulement savoir si ses parents étaient vivants et en sécurité. Sur ce, Rhenia lui ordonna de fixer l'eau et de se concentrer sur sa mère et son père, remplissant son esprit de chaque détail dont il se souvenait. Pendant qu'il s'exécutait, elle lança un sort près de sa tête et lui dit de leur parler dès qu'il les verrait.
En un instant, Arthur Lowen la vit, sa mère, ses cheveux brun-roux brillants sous une douce lumière, sa peau dorée par le soleil, sa présence chaleureuse et douce. Puis vint son père, avec ses yeux bleus perçants. À la maison, il était calme et bienveillant, mais dehors, c'était un leader charismatique et un guerrier redoutable. Dans la vision, Alice servait à Reynolds du ragoût, le même ragoût qui leur rappelait combien Arthur l'aimait. Alice mentionna qu'aujourd'hui, c'était l'anniversaire de leur fils, et ce souvenir fit s'abattre sur elle une vague de douleur. Le traumatisme d'avoir perdu Arthur si soudainement les hantait encore. Après sa disparition, le chagrin les frappa de plein fouet. Durden alla même jusqu'à frapper Ray au visage en le voyant trop boire, noyé dans la tristesse à cause de la disparition de son fils. Et pourtant, le temps passa. La calèche continua d'avancer. La vie devait suivre son cours. Grâce au succès de leur mission, Alice et Reynolds étaient très respectés dans leur communauté. Ils reçurent même un manoir en récompense de leur contribution. De plus, la grossesse d'Alice se déroulait bien, et tous deux étaient prêts à aller de l'avant vers une nouvelle vie. Après avoir ravivé ses souvenirs, Ray regretta d'avoir demandé à Arthur de protéger sa femme et son enfant, et les deux parents commencèrent à pleurer. Mais ensuite, Arthur leur parla par magie elfique, les rassurant en leur disant qu'il était vivant dans le royaume d'Allenwar. Autant il voulait rentrer chez lui, autant il ne le pouvait pas. Pas encore. Une étrange affection affectait sa poitrine, et il devait recevoir un traitement avant même d'envisager de partir. Il leur promit néanmoins que ce n'était rien de grave, et jura qu'il reviendrait dès qu'il serait guéri. Avant de mettre fin au sort, Arthur supplia ses parents de ne pas se blâmer pour ce qui s'était passé. Il insista. Il aurait fait la même chose, même s'il l'avait supplié de ne pas partir. Il serait allé quand même si cela signifiait mourir. Il ne savait pas quand il pourrait reprendre contact, alors il les supplia de prendre soin d'eux et de ne pas s'inquiéter. Lorsque la connexion s'évanouit, Alice et Ray s'enlacèrent étroitement, souriant à travers leurs larmes. Pendant ce temps, Arthur laissa une unique larme tomber dans le bassin d'eau. Peu importe ce qui s'était passé, c'était un soulagement de savoir que ses parents allaient à bien. Quoi qu'il advienne ensuite, il avait déjà pris sa décision. Il demanda donc à Virion de l'accepter comme apprenti. Quelques heures plus tard, ils revinrent au palais royal. Tessia, une fois de plus, essayait de faire entendre raison à son père, le pressant d'arrêter d'être aussi têtu. C'était ce garçon humain qui lui avait sauvé la vie, après tout. S'il le rejetait maintenant, le peuple verrait la couronne comme ingrate. Finalement, Alduin céda. Il autorisa Arthur à rester, à condition qu'aucun problème ne survienne à cause de cela. Virion intervint pour renforcer l'idée que le jeune Lewin serait sous sa supervision personnelle et que le peuple devait être informé. S'il arrivait quoi que ce soit, la responsabilité lui incomberait. Et ainsi, même s'il n'était clairement pas d'accord, Alduin inclina la tête devant le jugement de son père et accepta. Le roi lui-même alla alors parler à Arthur et s'excusa pour son comportement depuis l'arrivée du garçon. Il admit que le fait d'avoir régné si longtemps l'avait rendu quelque peu figé dans ses habitudes. Malgré tout, il remercia encore Arthur d'avoir sauvé sa fille et le salua officiellement dans le royaume. La reine Myriel présenta également ses excuses et dit à Arthur qu'elle espérait qu'il verrait cet endroit comme sa nouvelle maison. Arthur essaya de comprendre ce qui avait causé un tel revirement d'opinion aussi rapidement. Mais en regardant Tessia et Virion debout à leur côté, il comprit. Clairement, le roi était trop tendre lorsqu'il s'agissait de sa fille et impuissant lorsqu'il s'agissait de son père. Et en parlant de repousser les limites, Tessia déclara que si son père se sentait vraiment désolé pour la façon dont il avait traité son amie, alors il devait la laisser lui faire visiter la ville. Alduin jeta un regard inquiet à sa femme, lui demandant silencieusement de l'aide. Myriel se contenta de lui sourire avec approbation. Et ainsi, Tessia obtint enfin ce qu'elle voulait, emmener Arthur faire un tour dans Allenwar, en commençant par le marché public animé qui s'étendait sur une grande partie de la ville, débordant de vie, de gens, de tentes colorées remplies de marchandises, de nourriture et de toutes sortes de surprises. Pour Arthur, c'était la première fois qu'il découvrait une région elfique d'aussi près, et il était véritablement émerveillé. Tessia, pleine d'énergie, lui attrapa le bras et l'entraîna avec elle.
Il y avait un bazar pas loin qui vendait des fruits délicieux et des sucreries, disait-elle. Et si on ne se dépêchait pas, tout serait parti. Mais en chemin, ils tombèrent sur un enfant elfe qui recula avec dégoût, prétendant avoir été contaminé par des microbes humains. Ce sale gosse alla même jusqu'à pointer Arthur du doigt et affirma que, certes, il avait peut-être gagné les faveurs de Lord Virion, mais que ce royaume n'était pas un endroit pour des singes comme lui. Gardant son calme, Arthur vit là une occasion en or de laisser parler son côté espiègle, sans doute influencé par tout le temps qu'il avait passé avec Tessia ces derniers jours. Alors que les amis de l'enfant elfique se moquaient de lui, un garçon particulièrement arrogant ricana, affirmant que même si la princesse jouissait d'une réputation impressionnante, marcher aux côtés d'un humain ternirait à coup sûr son héritage. Se présentant avec emphase, il déclara « Il était Ferith Ifsar le deuxième, et il souhaitait accompagner sa majesté pour sa promenade. » Arthur fit semblant d'être émerveillé. « Attends, tu es le célèbre Ferith Ivisaurus ?» L'enfant vira au rouge, furieux de l'audace de cet humain impertinent. Mais Arthur ne recula pas. En réalité, il en rajouta, s'inclinant théâtralement devant un tel prodige de génie. En voyant les deux garçons se livrer à leurs enfantillages, Ferith perdit enfin son sang-froid et lança un défi à Arthur. Un duel pour défendre l'honneur de sa noble lignée. Tessia lui demanda s'il était vraiment prêt à se battre contre l'apprenti de Lord Virion, mais Ferith ne fléchit pas. Son père lui avait toujours dit de ne laisser personne se moquer de lui, peu importe qui c'était. Alors il voulait savoir, est-ce qu'Arthur acceptait ou allait-il fuir la queue entre les jambes, comme le singe qu'il était? Même si l'idée ne l'enchantait pas vraiment, Arthur accepta le duel, bien qu'il eût pensé que ce genre de combat était réservé aux conflits sérieux, et non à des enfantillages. Ainsi, le combat commença, avec Tessia dans le rôle de l'arbitre. Ferith fonça, en criant à Arthur de commencer à prier. En réponse, Arthur décocha calmement un seul coup de poing, en pleine figure. Le jeune elfe fit un tour dans les airs avant de s'écraser au sol en gémissant de douleur. Arthur n'était même pas sûr d'avoir frappé si fort. Les amis de Ferith se précipitèrent pour l'aider, mais Tessia ne perdit pas une seconde. Elle attrapa Arthur par le poignet et l'entraîna plus loin. La visite devait continuer. En voyant le sourire rayonnant de Tessia, Arthur se sentit encore plus fasciné par cette princesse hors du commun. Ensemble, ils explorèrent tous les recoins du marché. Arthur découvrit des boutiques et des produits qu'il n'aurait jamais imaginés dans la cité humaine. Des spécialités régionales, des objets culturels et même une bibliothèque remplie de littérature elfique qu'il était ravi de parcourir. Après cette longue journée, Tessia lui demanda s'il était enthousiaste à l'idée de sa première séance d'entraînement prévue pour le lendemain. Arthur répondit que oui, mais l'expression sur son visage racontait une toute autre histoire. Il se souvenait des mots de Lord Virion. L'entraînement serait strict. Après tout, Arthur avait choisi de rester dans cette terre étrangère sans le soutien de sa famille. La discipline serait essentielle, mais s'il parvenait à tenir le coup, la récompense en vaudrait largement la peine. Pour l'instant, cependant, il n'avait pas à s'inquiéter de la douleur dans son monocœur. Alors que ce souvenir lui revenait, Arthur se tourna vers Tessia et, avec un sourire, lui dit qu'il était sincèrement excité. Après tout, il lui avait fallu énormément d'efforts pour en arriver là d'innombrables batailles, des années d'entraînement avec sa famille. En repensant à tout ce qu'il avait traversé, il se fit une promesse. Il travaillerait dur pour forger son propre avenir. Voyant la détermination dans son poing fermé, la princesse imita son geste et jura elle aussi de donner le meilleur d'elle-même, surtout pour faire en sorte qu'Arthur ne la laisse pas derrière lui dans ce voyage. Mais à peine ce moment de résolution passé, elle avoua soudain qu'elle avait faim, même s'il venait tout juste de manger. Le lendemain, Arthur retrouva son nouveau maître pour commencer sa routine d'entraînement. Mais avant de s'y plonger, il prit un instant pour réfléchir. Dans son esprit, le temps dans ce nouveau monde semblait passer en un clin d'œil. Il était devenu plus fort, plus sage, mais le chemin n'avait pas été facile. Chaque étape avait été marquée par des épreuves, et chaque défi surmonté en apportait un autre, encore plus difficile. Pourtant, la seule chose qu'il pouvait faire, c'était se concentrer sur les portes qui s'ouvraient devant lui, et cette pensée seule lui fit réaliser que l'avenir allait être palpitant. 3 ans plus tard, Tessia réveilla Arthur de manière brutale, en utilisant la magie. Furieux,
Il grogna et lui demanda si elle ne pouvait pas être un peu plus douce la prochaine fois. Elle leva les yeux au ciel et répondit qu'elle l'avait été, au début. Mais puisqu'il ne se réveillait jamais, elle avait dû changer de méthode.